La Fédération départementale des chasseurs de Loir-et-Cher est incarnée par l'équipe fédérale, autour de valeurs partagées, connaissance, rigueur, service et performance. Les 15 membres du conseil d'administration, les 12 personnels techniques et les 7 personnels administratifs s'attachent à répondre au mieux aux missions statutaires. L'équipe vit des mutations successives depuis 2 ans, liées en particulier à plusieurs départs en retraite et à l'arrivée de nouveaux personnels. Aussi, une nouvelle répartition de nos secteurs géographiques est mise en place depuis juillet 2025. D'autres départs en retraite sont déjà prévus. Et nous ferons face à de nouveaux changements pour lesquels la cohésion d'équipe demeure notre règle, car elle est l'atout indispensable à la performance collective. Sur la campagne 2025-2026, nous avons enregistré 3230 adhérents territoires, contre 3318 l'an dernier, une fluctuation qui s'explique par des regroupements territoriaux notamment. Inflexiblement, le nombre de nos adhérents chasseurs diminue encore cette année, avec 13 560 pratiquants annuels. On sent toutefois une légère inflexion. Nous comptons une baisse d'à peine 2%, soit la perte de 273 validations, contre moins 420 l'an dernier. Parmi les adhérents annuels, nous avons accueilli 259 nouveaux chasseurs cette saison. Ils étaient 267 en 2024-2025. Par ailleurs, 967 chasseurs ont souscrit une validation temporaire contre 829 l'an dernier. Pour lutter contre l'érosion du nombre de chasseurs, la campagne nationale de recrutement devrait nous permettre de sensibiliser de nouveaux adeptes. Quand on voit la progression de la pratique en Allemagne, on se plaît à penser que la chasse en France a également de beaux jours devant elle, malgré les attaques féroces et répétées de ses détracteurs. Car cet art de vivre, qui nous appelle à l'immersion en pleine nature, offre de formidables occasions d'émerveillement et de ressourcement. Le suivi de l'âge moyen nous indique qu'il est de 57 ans cette saison pour nos chasseurs, mais une lecture par sexe précise qu'il est de 57,5 ans pour les chasseurs quand il est de 46,5 ans pour les chasseresses. La tranche d'âge 65-74 est la plus représentée. Plus grande disponibilité, meilleure capacité financière, bienfait de l'activité physique pour préserver sa santé, sont autant de raisons de chasser jusqu'à un âge avancé. Avec 4,85% de chasseresses, nous progressons dans la féminisation de nos effectifs. Nous avons enregistré 43 nouvelles pratiquantes cette année sur les 259 lauréats ayant souscrit leur validation. 300 candidats ont été reçus à l'examen du permis de chasser en 2025. C'est une de nos plus importantes sessions de formation. Le taux de réussite à l'examen est de 83% et 14% des lauréats sont des femmes. La formation du chasseur ne s'arrête pas après l'obtention du précieux sésame que représente le permis de chasser. Durant toute sa vie de pratiquant, il est appelé à actualiser et parfaire ses connaissances. Alors que diverses séances sont programmées jusqu'à fin juin prochain, 982 personnes ont déjà été formées cette année, contre 961 sur l'entièreté de la saison 2024-2025. Dans le cadre de ces missions de police de l'environnement, le service départemental de l'OFB assure notamment le respect de la réglementation à la chasse et veille à la préservation de la biodiversité. C'est à ce titre l'un des plus proches partenaires de la Fédération qui accomplit un travail essentiel. Au cours de l'année 2025, l'OFB a dressé 8 procès-verbaux pour non-respect du plan de chasse ou des règles de sécurité, chasse sur autrui, chasse à l'aide d'un engin prohibé et chasse sans permis, destruction et transport d'espèces protégées, port d'armes sans motif légitime et jet de sous-produits animaux. Par ailleurs, 28 timbres amendes ont été délivrés, dont 21 pour infraction à l'agrainage ou l'affouragement, 4 pour non-respect des règles de sécurité et 3 pour l'utilisation de munitions interdites. En 2026, 5 procès-verbaux ont déjà été dressés pour non-respect du plan de chasse et 15 timbres amendes délivrés, dont 6 pour non-respect des règles de sécurité à la chasse, 8 pour infraction à l'agrainage ou l'affouragement et 1 pour l'utilisation de munitions interdites. Prévention et répréhension visent à garantir le respect des règles de sécurité à la chasse, qui doit toujours demeurer notre priorité absolue, une exigence dont nul ne peut jamais s'affranchir. Marie Doyen, notre éducatrice à l'environnement, décline son action en plusieurs axes. Notre calendrier Instant Nature, dont elle est aussi la créatrice, des stages pour découvrir la nature en s'amusant, des stages chasse, pêche et nature, en partenariat avec la Fédération départementale de pêche, des animations scolaires et extrascolaires. Elle intervient également dans le cadre d'événements locaux comme les comices agricoles ou nationaux avec J'aime la nature propre, une opération de ramassage des déchets dans la nature. Au fil des saisons, des thèmes choisis et des activités proposées, Marie sensibilise petits et grands et ce faisant, leur donne des clés de lecture et des moyens d'agir en faveur de la préservation de la biodiversité ordinaire. Chaque brin d'herbe folle, chaque insecte virevoltant, chaque zone humide deviennent alors autant de mondes à explorer et protéger. En 2025, Marie a sensibilisé plus de 3000 personnes, dont 75% d'enfants, gage d'espoir pour assurer demain une relève éveillée.
Notre réserve de chasse et de faune sauvage de Malzenay, comme espace naturel sensible, est toujours soutenue financièrement par le Conseil départemental de Loir-et-Cher, que nous tenons à remercier pour son accompagnement fidèle. Ce site est très visité car on peut y découvrir le plus grand nombre d'oiseaux d'eau en hivernage dans notre département. Notre maison de la chasse et de la nature de Montrieux-en-Sologne, où se déroulent nos formations, est également un espace pédagogique très apprécié. Ces 2 sites sont de précieux atouts éducatifs pour Marie. Ils sont ouverts au public et aménagés pour faciliter et accompagner leur découverte. Par ailleurs, dans le cadre du pôle régional éducation à la nature qui regroupe les 7 fédérations de notre région, de nombreux projets d'éducation à la nature et outils pédagogiques voient le jour et bénéficient d'un financement éco-contribution. Enfin, pour garantir la qualité des animations proposées, notre fédération s'inscrit dans une démarche de valorisation. À la suite d'un audit surprise, évaluant plus de 200 critères, notre établissement a ainsi obtenu la labellisation Destination d'excellence et notre animatrice le label Calinat. Les animations nature que nous proposons sont relayées sur nos différents canaux de communication. Notre site internet vient de faire peau neuve. Il vous offre un accès facilité à l'ensemble des informations et actualités cinégétiques et il fait suite au lancement de notre application smartphone la saison dernière. Les médias sociaux nous permettent de communiquer plus directement et sont complémentaires les uns des autres. Grâce à un suivi statistique, nous adaptons nos publications aux usages et caractéristiques de la population qui nous suit. Facebook est le pilier sur lequel nous avons une communauté locale fidèle et réactive de 4153 followers. Nous touchons sur Instagram un profil différent qui nous permet de gagner en visibilité sur des tranches d'âge plus jeunes, là où se trouve la relève. Notre chaîne YouTube, encore peu développée, intéresse une audience majoritairement masculine à 76% et plutôt âgée, 55 ans et plus. Notre newsletter maintient un lien mensuel direct avec plus de 10 000 personnes auxquelles elle est adressée. Sur l'espace adhérent, cette saison, 686 détenteurs ont enregistré leur demande de plan de chasse en ligne. Cela représente une belle progression de près de 21%. Le récépissé d'enregistrement adressé par mail au demandeur garantit la bonne prise en compte de sa demande. Aussi, nous vous encourageons à vous approprier sereinement cet outil, pensé pour faciliter vos usages. Pour répondre à l'obligation légale, 1856 détenteurs ont déclaré leur prélèvement de sanglier en ligne. En comparaison, ils étaient 1721 l'an dernier. La revue Chasse en Loir-et-Cher est notre principal outil de communication imprimé. Nous l'adressons gratuitement 3 fois par an à plus de 15 000 destinataires. Enfin, nous assurons la promotion de la chasse dans le cadre de manifestations et événements, comme notre exposition annuelle des trophées de cerf qui s'est tenue à Courcheverny le mois dernier, la randonnée des chasseurs que nous co-organisons sur notre site de Montrieux, le Game Fair où nous partageons un stand avec Monceau Assurance, notre fidèle partenaire, notre soirée à l'attention des nouveaux chasseurs, dont près d'une centaine a pu échanger avec toutes les associations cinégétiques de Loir-et-Cher, ou encore sur le marché de Blois fin décembre, où nous valorisons la venaison à travers une dégustation gratuite. Dans une approche écologique et citoyenne, l'accès à la nature doit se partager. C'est pourquoi, dans le cadre du partenariat noué avec le comité départemental de la randonnée pédestre, en 2025, la fédération a adressé près de 2300 mails aux détenteurs de droits de chasse pour les informer des 91 randonnées qui se tenaient sur leur secteur. En ce début 2026, 845 mails nous ont permis de communiquer sur l'organisation de 46 randonnées. Les retours sur cette démarche sont toujours très positifs car elle permet de concilier tous les usages en préservant sécurité de tous et respect de la propriété privée. Pour le lièvre, l'indice kilométrique relevé ce printemps montre une légère hausse de la population puisque l'indice est passé de 6,40 l'an dernier à 6,75 en mars 2026. Les indices kilométriques demeurent stables sur les zones en plan de chasse lièvre. Toutefois, certaines zones connaissent une forte mortalité après moisson. Pour préserver l'espèce, cela impose de modérer les prélèvements, en particulier dans les secteurs hors gestion et à faible densité. Car sur les secteurs hors plan de chasse, les tracts de mars dernier révèlent une forte baisse, notamment en Grande Beauce. 2644 bracelets de lièvre ont été accordés cette saison dans le cadre du plan de chasse et le taux de réalisation est de 45%, sensiblement le même que l'an dernier. Pour comprendre les causes de déclin du petit gibier sédentaire de plaine, nous poursuivons l'accompagnement sur 3 ans d'une thèse de doctorat avec l'INRAE, dont la portée s'avère d'autant plus pertinente que les comptages du printemps 2025 et les échantillonnages réalisés l'été dernier témoignent encore d'une très mauvaise reproduction. Les 89 compagnies de perdrix grises observées étaient composées de 546 oiseaux, 107 poules, 150 coqs et 289 jeunes. Même si le taux de reproduction est passé de 1,2 jeunes par poule de perdrix grises présente en été 2024 à 2,7 en été 2025, en deçà de 3,5 jeunes par poule, la chasse de l'espèce ne peut être envisagée. Pour la perdrix rouge, 26 compagnies ont été observées,
composée de 84 adultes et 50 jeunes. En 2025, on compte 0,60 jeunes par adulte contre 0,77 en 2024. Les résultats de comptage de mars dernier confirment la mauvaise reproduction et la baisse continue des densités de perdrix. Mais malgré ces résultats médiocres, notre département demeure l'une des dernières régions d'Europe qui accueille une population de perdrix rouges de souche naturelle et de perdrix grises sauvages. Nos efforts pour les préserver et comprendre leur déclin relèvent donc de notre devoir de gestion d'un patrimoine naturel d'exception. En ce qui concerne le faisan, nous avons constaté une légère augmentation avec 3,2 jeunes par poule contre 2,8 l'année précédente. 303 compagnies ont été observées, composées de 343 poules et 1113 jeunes. Il a pu être attribué 3682 bracelets pour cette campagne contre 3717 l'an dernier. Le taux de prélèvement à 44% est plutôt stable. Bien que les résultats des comptages de petits gibiers soient source de frustration, la mobilisation de compteurs chasseurs, et non chasseurs toujours plus nombreux, s'avère un précieux soutien pour la fédération. Sans leur motivation et leur appui fidèle, notre capacité à gérer et préserver ces espèces en serait affectée. Nous disons donc un grand merci à chacun d'eux. Dans le cadre de la mise en place d'une méthode indiciaire et d'estimation du nombre de couples de Fuligules milouins, la fédération a mis en place des dénombrements sur 3 mailles de 100 km² en Sologne. Ces recensements, réalisés sur 420 étangs représentent plus de 1500 hectares d'eau, ont permis d'estimer une population proche de 1100 couples de milouins. Les associations de protection de la nature ont quant à elles estimé la population de Sologne à 250 couples seulement. L'approche innovante, initiée par la Fédération départementale des chasseurs de Loir-et-Cher, permettra donc aux représentants cynégétiques d'apporter des données scientifiques sur une espèce qui vient d'être placée en gestion adaptative. Nous remercions les propriétaires solognots qui ont accepté le passage de notre équipe technique fin avril, ainsi qu'Aude Boron de notre fédération régionale pour sa participation à cette étude. Les chasseurs du département le plus boisé de la région Centre-Val de Loire sont-ils soucieux de l'équilibre agro-sylvo-cynégétique ? Face à la vulnérabilité de la forêt sous l'accélération du réchauffement climatique, la question doit être posée. Et il semble que les chasseurs aient en effet conscience des services écosystémiques rendus par la forêt, puisqu'ils se sont attachés, cette année encore, à tendre toujours plus vers l'équilibre forêt-gibier. Ainsi, cette saison, alors que 56 bracelets de moins ont été attribués pour l'espèce cerelaf, il a été prélevé en milieu ouvert 3128 individus toutes catégories confondues, soit 285 grands cervidés de plus que sur la précédente campagne. Et le taux global de réalisation du plan de chasse cerf s'est amélioré de 5 points cette saison. La pression de chasse a porté en particulier sur les biches, dont le tableau représente plus du tiers des prélèvements de l'espèce, alors que 80 bracelets CEF de moins ont été attribués. L'an dernier, nous vous avions présenté l'audacieux dénombrement de cerfs réalisé par drone sur les 4200 hectares de la forêt de Marche-Noire. La mobilisation de 14 télépilotes des fédérations de chasse de la région et de 20 accompagnateurs avait permis la réalisation de cette prouesse. Les données acquises à cette occasion ont fait cet été l'objet d'une étude statistique, réalisée par un étudiant en master sous la supervision de notre géomaticienne Héloïse Saillard. Cette étude nous a permis de démontrer que l'échantillonnage par drone n'est pas une technique fiable pour estimer avec précision les populations de grands cervidés, et d'avoir une meilleure connaissance de l'usage possible des drones dans la gestion des espèces. La présentation annuelle des trophées de cerfs mâles prélevés au cours de la saison est un outil de suivi scientifique pour la fédération. Et leur exposition a une visée pédagogique. Il s'agit de mieux faire connaître l'espèce aux visiteurs et de leur permettre de mesurer la qualité de sa gestion par les chasseurs. Toutefois, du fait de la richesse cynégétique du département, le tableau de cerfs mâles ne cesse d'augmenter. Ainsi, nous avons exposé 920 trophées l'an dernier, mais sans parvenir à les mettre tous en valeur. Il nous a donc semblé impossible de poursuivre l'exposition de tous les trophées, d'autant que nous en avons reçu 1017 cette année. C'est donc pour offrir une meilleure expérience aux visiteurs et fluidifier la visite que nous avons exposé seulement 110 trophées de cerfs, soit ceux des catégories de 6 ans et plus. Parmi ceux-ci, 29 ont fait l'objet d'une cotation, une mesure importante qui nous permet de suivre l'évolution qualitative des populations. 2 ont reçu la médaille d'argent, les autres la médaille de bronze. Quelques trophées d'exception de catégories d'âge inférieure ont également été exposés à des fins pédagogiques, des daguets fourchus et des têtes bizardes. Les attributions de chevreuils ont diminué de plus de 15% en 3 ans. L'espèce ayant en effet subi une mortalité anormale dans certains secteurs du département, cela a exigé un réajustement des plans de chasse et 13 434 bracelets ont été attribués cette saison. Le taux global de prélèvement est de 77%. Il est stable par rapport à la saison précédente.
Il est capable de s'adapter à une grande variété de milieux et ses effectifs sont en constante augmentation. Il peut nuire aux cultures agricoles comme à la régénération de la forêt. Qui est-ce ? Vous avez bien sûr reconnu le sanglier. Classé gibier une partie de l'année, il devient espèce susceptible d'occasionner des dégâts du 1er avril à l'ouverture générale. Pourtant, malgré la mise en œuvre d'importants moyens de lutte contre le développement de ces effectifs, force est de constater qu'ils ne sont que partiellement opérants au regard de l'évolution des populations. Le tableau enregistré au 30 mars dernier était de 29 941 sangliers, dont 28 134 hors parc et enclos, soit 25% de plus que l'an dernier. Mais la progression de Sus scrofa, qui se poursuit au-delà du sud-est du département et désormais au nord de la Loire, requiert toute notre vigilance. Car du fait de son incidence sur la facture des gaz, il va sans dire que le maintien de la pression sur l'espèce est indispensable et que l'effort de chasse doit être à la fois quantitatif et qualitatif. C'est pourquoi notre stratégie consiste à prélever des sangliers sans distinction d'âge, de poids ni de sexe. Précisons en ce qui concerne les dégâts que pour la campagne 2024-2025, la situation financière est quasi normale et pratiquement équivalente à celle de la saison précédente. En effet, avec un prix des denrées relativement stable et des superficies endommagées quasi constantes grâce à l'action des chasseurs, un montant d'indemnisation proche de 850 000 € a pu être maintenu. Bravo aux chasseurs pour leur sens des responsabilités et leur action. Nous remercions par ailleurs les estimateurs en dégâts de gibier qui réalisent avec rigueur et probité une mission exigeante pour laquelle ils parcourent de nombreux kilomètres et consacrent énormément de temps. Nous tenons également à remercier les 40 exploitants agricoles situés en zone verte ou produisant des cultures à forte valeur ajoutée et qui ont fait le choix de se protéger par la pose et l'entretien de clôtures électriques. Leur action s'inscrit dans le cadre d'une convention signée avec la Fédération et grâce à laquelle ils ont reçu près de 40 000 € de subventions fédérales au titre de cette campagne. D'un point de vue éthique, la recherche du grand gibier blessé doit s'imposer à tous comme une évidence. C'est l'acte ultime pour répondre pleinement à la finalité de la chasse, prélever du gibier tout en minimisant autant que possible les souffrances de l'animal. Aussi, ne pas accorder le droit de suite pour rechercher un gibier blessé, ne pas se concerter avec ses voisins pour le définir, ne pas faire appel à un conducteur de chien de sang en cas de doute ou d'animal blessé sont autant de situations indignes d'un chasseur responsable. Les conducteurs de chiens de sang agréés interviennent gracieusement. Leurs coordonnées sont rappelées sur plusieurs de nos supports de communication, tels notre site internet, notre livret des dates d'ouverture-fermeture ou notre application smartphone avec leur géolocalisation. Cette saison, les conducteurs agréés ont été sollicités 1972 fois, ce qui représente près de 500 appels de plus que l'an passé. Bien que très encourageant, ce résultat doit être modéré au regard du tableau en hausse dans le département et du trop grand nombre d'animaux blessés, toujours laissés pour compte, puisque seuls 17 à 23% d'entre eux, toutes espèces confondues, font l'objet d'une recherche. Néanmoins, ces interventions ont permis de réaliser 476 contrôles de tir et de retrouver 651 animaux pour un taux de réussite moyen de plus de 43%. Alors ayons le réflexe de faire appel aussi souvent que nécessaire aux conducteurs agréés. Espèce classée gibier, le blaireau peut, depuis 2 ans et la fin de la période complémentaire, faire l'objet de mesures administratives de régulation à l'initiative du préfet, dans le cadre de chasses particulières et en cas de dommages avérés sur des exploitations agricoles ou des infrastructures publiques. Ainsi, au cours de cette saison, hors période de chasse, les lieutenants de louveterie sont intervenus sur plusieurs communes, et des autorisations individuelles de destruction ont par ailleurs été délivrées à des piégeurs agréés, notamment pour limiter les dégâts sur des parcelles agricoles. En 2024-2025, 370 blaireaux ont été prélevés à la chasse et 34 en vénerie sous terre, soit un total de 404 individus, hors prélèvement réalisé par les lieutenants de louveterie. Pour cette espèce essentiellement nocturne, on enregistre un faible tableau de chasse, et la fin de la période complémentaire a déjà entraîné une diminution des prélèvements par la vénerie sous terre. Dans ce contexte, il est légitime de penser que les populations de blaireaux vont poursuivre leur croissance partout dans le département, d'autant qu'au dernier suivi réalisé en 2021, l'espèce était déjà présente sur 94% des communes du Loir-et-Cher. La veille sanitaire que nous assurons sur la faune sauvage s'inscrit notamment dans un partenariat entre l'OFB et les fédérations de chasseurs et se traduit par notre participation au réseau national SAGIR. En plus des prélèvements réalisés pour ce réseau, nous avons également transmis des échantillons biologiques pour alimenter la sérothèque fédérale nationale. Nous surveillons bien sûr la survenue d'événements inhabituels ou anormaux et réalisons le suivi de différentes maladies de la faune,
dont certaines sont des zoonoses et sont donc transmissibles à l'homme. Cette saison, des cas de blépharite du lièvre ont été confirmés en Loir-et-Cher. L'histologie réalisée en complément d'analyse a révélé la présence d'un virus de souche espagnole qui a muté et a entraîné une forte mortalité sur des spécimens qui n'avaient pas encore acquis de défense immunitaire. Stéphane Chancay, notre référent sanitaire, a transmis au réseau SAGIR la localisation des cas recensés et l'intensité ressentie. Des cas de brucellose ont également été observés. Il s'agit d'une zoonose récurrente en Loir-et-Cher sur le lièvre et le sanglier. Et un premier cas de papillomatose a été diagnostiqué sur un cerf subadulte. Cette maladie se développe le plus souvent sur des animaux immunodéprimés. Nous avons par ailleurs fait analyser le foie de cerf qui présentait un taux très élevé d'infestation par un parasite, la douve du foie. D'autre part, dans le bulletin hebdomadaire de veille sanitaire internationale santé animale de fin mars dernier, on pouvait lire que la déclaration de cas de peste porcine africaine se poursuit et que depuis le 1er juillet 2025, la prévalence est de 7500 cas sauvages détectés en Europe. Chez nos proches voisins, alors que la France est toujours indemne de PPA, un total de 542 cas sauvages a été détecté sur des sangliers en Allemagne depuis le 1er juillet 2025. En Espagne, une déclaration en date du 23 mars 2026 concerne 3 cadavres positifs détectés dans une nouvelle municipalité, Sabadell. Les investigations épidémiologiques suggèrent que le premier cas espagnol a probablement été introduit par l'activité humaine en octobre 2025. En Italie, on note une augmentation des détections de cas sauvages dans le nord du pays, le front de progression étant plus marqué vers l'est, Toscane, Ligurie et Émilie-Romagne. Au Sud-Loire, on note pour la maladie de Giski que 50 à 60% des sérologies sur les sangliers sont positives. Aussi, à défaut de vaccins efficaces pour les chiens, la prévention est la meilleure des protections. C'est pourquoi il ne faut surtout pas les laisser lécher les animaux morts, ni se tenir dans les zones d'éviscération. Fin 2025, un foyer d'influenza aviaire hautement pathogène a été confirmé dans un élevage de volailles de la commune de Billy. Cette maladie très contagieuse peut provoquer une mortalité très élevée dans la faune sauvage comme dans les élevages. C'est pourquoi des zones réglementées de protection et de surveillance ont été mises en place par les services de l'État autour de l'établissement contaminé. Face à la fermeture des milieux, à l'influence de certaines pratiques agricoles et au déclin du petit gibier, il est plus que jamais indispensable de préserver et entretenir les habitats de la faune sauvage. C'est pourquoi la Fédération participe, à travers une expertise technique et un soutien financier, à la mise en place d'aménagements favorables, notamment au petit gibier sédentaire de plaine. Ainsi, sur la campagne 2024-2025, elle a contribué à la plantation de 5 944 arbres et arbustes sur un linéaire de 3 670 mètres. Cette saison, c'est sur un linéaire de 4 842 mètres que 5 434 arbres et arbustes ont été plantés. Ces haies constituent des corridors écologiques, offrant gîtes et couverts à une multitude d'espèces. Elles rendent de plus de nombreux services à l'agriculture, refuge pour les auxiliaires, moyen de lutte contre le ruissellement, ou encore contribution à l'épuration des eaux. La technique de la jachère permet aux écosystèmes altérés de se reconstituer et de rétablir des équilibres écologiques défaillants. C'est donc une pratique efficace pour favoriser la biodiversité. C'est pourquoi la Fédération encourage et soutient ces aménagements depuis des décennies, avec l'appui d'agriculteurs déterminés à préserver, voire améliorer, le capital sol de leur exploitation. En 2025, dans le cadre de la gestion des zones humides et avec le soutien financier de l'éco-contribution, la Fédération a permis la création d'îlots de 300 mètres carrés sur 2 étangs soloniaux de plus de 20 hectares. De tels aménagements sont précieux car ils contribuent à créer des conditions favorables de reproduction. Aussi, nous remercions les propriétaires d'avoir accepté leur implantation. Ces ouvrages complètent les travaux de restauration pilotés durant 9 ans par la Fédération sur 71 étangs de la zone Natura 2000 Sologne, représentant 760 hectares d'eau. Ces actions ont été financées par l'éco-contribution, l'Agence de l'eau Loire-Bretagne et les propriétaires de ces milieux pour un montant global de 320 000 €. Courant 2025, pour la première fois en région Centre-Val de Loire, a été autorisée la destruction d'un site de reproduction et de repos du grand cormoran sur un étang soloniaux dans le cadre du projet de restauration de ses rives. En ASEC depuis 2024, cet étang n'était plus occupé. Nous tenons à remercier pour leur soutien l'animateur Natura 2000 et les services de l'État qui ont permis la réalisation de cette action. Vous le savez, certains projets de la Fédération sont soutenus financièrement par le Fonds Éco-Contribution. Ainsi, pour la saison 2024-2025, elle a bénéficié de 107 000 € pour mener 4 projets. Sur la campagne 2025-2026, ce sont 130 000 € qui ont été mobilisés autour de 5 projets. Le projet d'amélioration de l'habitat de 3 espèces cavernicoles
est une opération de sensibilisation sur la diminution des sites de reproduction de 3 espèces, chouette-chevêche, huppe faciée et pigeon colombin. Ce projet comprend également l'installation de 150 nichoirs pour pallier la dégradation des habitats. En forêt de marche noire, le suivi de mares forestières a également débuté en 2025. Il vise à évaluer la richesse faunistique et floristique de ces milieux essentiels pour la faune sauvage. Dans ce cadre, et en partenariat avec l'Institut d'écologie appliquée d'Orléans, 4 mares ont été plus particulièrement inventoriées, révélant des habitats d'importance régionale au niveau botanique. Et la présence d'amphibiens, tritons palmés, crétés et alpestres, salamandres, ainsi que de nombreux odonates. Ces inventaires ont aussi une vocation stratégique puisqu'ils nous permettront de définir quels aménagements nous devons réaliser pour garantir la pérennité de ces réservoirs de biodiversité. Prendre soin de la nature doit se traduire dans toutes nos pratiques. Ainsi, la collecte et le recyclage de cartouches usagées, initiés dans notre région lors de la campagne 2009-2010 sous l'impulsion de notre fédération régionale, est également une action en faveur de la protection de l'environnement. Cette saison, 25 big bags ont été traités pour notre département, soit 1 tonne d'œufs. La société écologique, éco-organisme agréé par l'État, assure l'enlèvement et le traitement de ces déchets. À charge pour les chasseurs de déposer leurs étuis vides dans nos 2 points de collecte, toute l'année à Vineuil, au siège social de la fédération, ou sur notre site de formation de Montrieux, suivant le calendrier défini. Voilà ce que nous voulions vous partager aujourd'hui du travail mené sous le pilotage des 15 membres du conseil d'administration de la Fédération départementale des chasseurs de Loir-et-Cher, par 19 collaborateurs passionnés qui œuvrent avec le soutien fidèle de bénévoles chasseurs et non-chasseurs, de responsables d'associations et sociétés de chasse, de partenaires institutionnels, associatifs et d'entreprises. Nous tenons à leur exprimer toute notre gratitude, car chacun, à son niveau, œuvre en faveur d'une chasse responsable et éthique ancrée dans son temps.